Bonjour à tous. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien malgré le cours du Bitcoin et la cassure assez brutale qu'on a subie sur ces dernières heures, ces dernières journées, hein. Ce début du mois de février est particulièrement violent pour les portefeuilles. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose dans cette vidéo, vous avez cliqué sur cette vidéo, bah, c'est une explication claire de ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé, et je vais vous l'expliquer, c'est ce qui s'est passé ici qui est le plus important, d'accord? Ici, il s'est passé quelque chose de très précis, côté BlackRock, côté baleine, côté petit portefeuille. Il y a eu un réel changement de la dynamique interne du prix. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. La structure interne, en fait, c'est tout simplement les offres versus les demandes de Bitcoin. Qui est en train d'acheter, qui est en train de vendre, pour quel volume, combien, comment ça se passe, quels sont les transferts, est-ce qu'on assiste à un transfert main forte, main faible ou main faible, main forte. Ça, c'est évidemment quelque chose d'éminemment important. On va y revenir complètement dans cette vidéo, comprendre où on en est. Je vous parlerai de tout ça et je vous donnerai mon point de vue sur la situation actuelle du prix du Bitcoin. Et comme j'aime pas vous faire attendre, je vais vous l'expliquer pourquoi, selon moi, ici, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Et je ne pense pas que du coup 60 031 dollars, qui est le prix qui a été atteint dans la nuit de jeudi à vendredi, pourquoi je pense que ce prix-là n'est pas notre bottom sur Bitcoin. Ok, alors une fois qu'on a posé le décor, on va essayer d'un petit peu revenir sur ce qui s'est passé. Je vais vous partager mes indicateurs. Donc, vous savez que moi, j'ai une attitude et une démarche sur les marchés qui est une attitude quantitative. Donc, j'observe le marché à travers mes yeux d'investisseur et à travers un bon paquet d'indicateurs que je suis au quotidien. Et je vais vous en partager un certain nombre qui, justement, pour moi, ont réellement marqué un changement de structure important ici, un changement de structure moyen terme, d'accord? Vous savez, je ne fais pas forcément de trading court terme, je ne fais pas de l'investissement court terme. Mon objectif, c'est de faire du swing trading et donc de profiter des longues phases de cycle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé précisément entre le 31 janvier et ici le 4 février? On va essayer de regarder et de décortiquer ça. Alors déjà, vous savez, hein, on a trois cohortes principales la cotation du Bitcoin qui influent sur la cotation de prix du Bitcoin. On a premièrement les retail, d'accord, les portefeuilles comme vous et moi, de taille petite à moyenne, d'accord, on parle de quelques euros à quelques millions d'euros, d'accord. Ça, c'est les retail. Ok, généralement, c'est des petits portefeuilles, des portefeuilles de particuliers qui ne sont pas particulièrement formés, qui ne sont pas particulièrement aidés et qui vont avoir tendance à être très soumis à leurs émotions. Deuxième cohorte importante, la finance traditionnelle. Elle a démarré son aventure le 10 janvier 2024, ici, d'accord. 10 janvier 2024, approbation des ETF Bitcoin. Suite à ça, bon, alors elle a commencé un petit peu avant, vous allez me dire, hein, parce que certaines entreprises type MicroStrategy, Grayscale, Tesla, etc., s'étaient chargées de faire découvrir le Bitcoin aux grosses entités. Mais réellement, le 10 janvier, ça change totalement la dynamique de prix du Bitcoin, hein. Vous voyez que de toute façon, on a une structure qui est assez différente entre l'avant et après ETF. Et ce qu'on voit, c'est un drain important de liquidité à travers les ETF Bitcoin. Ici, on le voit, on a eu ici une poussée incroyable du nombre de bitcoins détenus par les émetteurs que sont BlackRock, Fidelity, Bitwise, ARK Invest, etc. Et tous ces investisseurs-là influent sur le marché. Les investisseurs traditionnels, de la finance traditionnelle, ajoutent de la liquidité au marché, tout simplement parce que c'était des investisseurs qui, historiquement, on va dire, habitude, étaient plutôt anti-crypto, anti-Bitcoin, et qui se sont vus proposer ces ETF avec un narratif complet porté par Larry Fink, le CEO de BlackRock, qui leur a dit, ça y est, c'est le moment d'en détenir entre 1 à 5%, on va dire entre 2 et 4%. Bank of America s'est ajouté à ça. Bref, on a eu cette cohorte qui est nouvelle, d'accord, de la finance traditionnelle. Troisième cohorte, c'est ce qu'on appelle les baleines, d'accord. Les baleines, donc moi j'ai tout un tas d'indicateurs que je suis sur CryptoQuant, sur Glassnode, etc., qui me permettent d'observer les flux et ce qui se passe au niveau des baleines. Et les baleines, actuellement, elles sont en mode achat.
d'accord? Elles sont en mode achat, ça c'est ce qu'on voit juste là. Donc depuis à peu près la période de Noël 2025, vous voyez qu'on a eu un retournement de cette courbe rose que vous voyez à l'écran, qui représente le nombre de bitcoins détenus par les baleines. Vous voyez que depuis cette phase-là, depuis un petit peu l'avant Noël, 10, 12 décembre, on a commencé à avoir une réaction haussière qui a été intensifiée à partir du 18 décembre jusqu'ici, à peu près jusqu'au 31 décembre, puis de nouveau d'ici 8 janvier au ici 22 janvier. Alors si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que ça a motivé une partie de mes décisions d'achat, puis retournement. Vous voyez que cette courbe continue de monter d'ailleurs en valeur absolue, mais que dans la tendance, elle commence à s'essouffler. Vous voyez qu'on avait des grosses impulsions haussières et que malgré les chutes importantes de prix, on n'a pas de nouvelles impulsions haussières importantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc là, je vous fais pas le topo complet, mais on a un premier indicateur, d'accord, qui de mon côté a justifié du coup mon changement d'exposition via mon portefeuille et celui du cercle d'investissement, tout simplement parce que ici, d'accord, ça c'est un graphique qui vous affiche à l'écran tout simplement les flux. D'accord? Donc en bleu, vous avez ici les flux de baleines sur les plateformes d'exchange et en l'occurrence sur Binance. Donc ici, on a à quel moment les baleines, vous voyez donc là, je vous sélectionne les baleines qui possèdent entre 1000 et 10 000 bitcoins que vous voyez en orange. Vous voyez ici, les spikes haussiers correspondent à des moments où ces baleines envoient des bitcoins direction Binance. Et vous savez que quand elles envoient des bitcoins sur Binance, c'est pour les vendre. C'est pas pour les stocker dessus. Quand elles les stockent, c'est sur des cold wallets. Et ensuite, elles les envoient sur Binance pour les vendre. Là, vous voyez les portefeuilles qui détiennent entre 100 et 1000 bitcoins qui ont envoyé également. Et vous voyez ces derniers jours, on a eu un réel changement de structure. Alors, je vais vous zoomer sur ça pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui s'est passé. Hop, alors le zoom, il marche pas quand je suis en plein écran. On va regarder ça ensemble. Mais on a eu entre le 31 janvier et le 4 février à peu près, même jusqu'à hier, on va dire, on a eu des apports de liquidités très importants de la part des baleines. Et vous voyez cette courbe bleue qui est venu augmenter très fortement, d'accord, juste là, précisément dans le moment où je vous parlais de ça, je vous parlais justement de ce moment entre le 31 janvier et le 3 février, on a eu des spikes haussiers très importants avec une courbe qui avait stagné pendant un long moment et qui même baissait. Vous voyez que ici cette courbe a baissé, ça voulait dire qu'ici, les baleines ont profité de cette zone-là, de ce repli des 97 000 aux 95 000 dollars pour racheter, puis ils ont stagné. Pendant un certain temps, il n'y a pas eu de retrait massif de liquidité ou d'ajout massif de liquidité. Et ici, on a eu un réel changement très important avec des spikes haussiers très puissants qui ont montré que là, il s'était passé quelque chose. Alors, j'ai pas besoin de savoir quoi, pourquoi, pour quelle raison. Est-ce qu'elles savaient que ce crack allait se passer ou est-ce qu'elles avaient envie de le provoquer? Je n'en sais rien. Par contre, ici, il y a eu un réel changement. Ici, vous voyez une courbe qui remonte très très fortement, cette courbe bleue, alimentée par des phases d'inflow sur les exchanges, d'accord, donc d'apport de Bitcoin important. Donc tout simplement, on avait des baleines qui possédaient, on va dire, 1 million de Bitcoin, bon, peut-être pas, on va dire 20 000 Bitcoin, qui ont décidé d'en envoyer 5, 6 000, d'accord, direction Binance, et de les vendre. Vous voyez que ça s'est fait quand? Sur les rebonds, juste là, ici, sur le rebond, juste là, ici, ça a continué de se faire sur le point bas. D'accord? Actuellement, on est sur un rebond et je pense que le rebond que nous avons actuellement n'est pas un rebond dans une tendance, dans une reprise de tendance haussière, mais simplement un rebond dans une tendance baissière. Alors j'interromps rapidement la vidéo pour vous parler de notre nouveau partenaire Bitunix, d'accord? Donc notre partenaire exclusif encore une fois. Donc vous avez entendu parler du fait que BitGet stoppait ses partenariats en France, etc. Bon, voilà, il y a tout un tas de changements chez eux, d'alignement à la réglementation MiCA, etc. Donc j'ai décidé de choisir comme partenaire exclusif pour cette chaîne Bitunix. Alors je ne l'ai pas choisi pour rien, d'accord? C'est une plateforme que je trouve hyper
hyper intuitive, hyper pratique à utiliser et surtout, elle a le gros avantage, surtout dans cette période, hein, d'être non KYC. Je sais que vous avez été nombreux à m'en parler du fait que c'est un problème, toujours c'est KYC, etc. Toujours des plateformes de plus en plus strictes, etc. L'avantage de Bitunix, c'est que vous êtes du coup plateforme non KYC, donc vous avez la possibilité d'ouvrir un compte simplement login mot de passe et d'ouvrir un compte de cette manière. C'est une plateforme que vous voyez, hein, super intuitive, assez pratique. Au niveau de la liquidité, on a vraiment, vous voyez, une supply qui est, de la liquidité vraiment présente, hein. Et c'est une plateforme qui a des frais très bas, d'accord. Donc je sais que c'est toujours important pour vous, surtout si c'est la plateforme avec laquelle vous allez faire vos entrées-sorties sur le marché. Donc c'est une plateforme qui a des frais plus bas que Binance par exemple, donc et plus bas que la majorité des autres exchanges, hein. Ça doit faire partie des plus bas, avec une plateforme qui est fiable, stable et qui apporte de la liquidité. Vous pouvez trader les futurs évidemment et les marchés spot, d'accord. Donc n'hésitez pas si vous avez envie, vous avez le lien pour rejoindre Bitunix en description. Et pour ceux du coup qui souhaitent rejoindre Bitunix, je vous offre la formation du coup en analyse technique, ma formation en analyse technique, la formation que je réserve d'habitude aux membres de mon cercle d'investissement privé. Je vous l'offre gratuitement sous réserve du coup de créer un compte Bitunix. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description pour le faire. Et puis voilà, on se retrouve dans la vidéo. Merci. Si on regarde le court terme, je vais vous montrer un petit peu en échelle de temps 1 heure. Regardez un petit peu ce qui se passe. Actuellement, on a une reprise de liquidité, une reprise de tendance haussière en horaire, d'accord, une reprise de tendance haussière en horaire qui malheureusement n'est pas soutenue par des fondamentaux. Déjà, première raison, on va essayer de regarder ce qui se passe au niveau de l'order flow. L'order flow, regardez un petit peu ce qui se passe. Donc là, depuis quelques temps, vous voyez, hein, depuis notre point bas ici, on a une reprise du CVD. Le CVD a commencé à s'effondrer depuis précisément le point dont on a parlé, d'accord. Ce point-là, c'est vraiment un point charnière. Vous devez comprendre ce qui s'est passé. Ici, on a eu une baisse du CVD depuis longtemps, d'accord. Et à ce moment-là, précisément à ce moment-là, on a eu une inversion. À ce moment-là, on était sur support, on avait atteint les 74 000 $, d'accord, un petit peu en dessous. On venait de récupérer les points bas qui correspondaient à nos niveaux du mois d'avril 2025, liés à la panique de Donald Trump. Vous voyez ce point bas, on l'avait atteint, on rebondit dessus, le support est défendu. On est également sur les points d'achat de MicroStrategy, sur le prix d'achat moyen des bitcoins détenus par MicroStrategy. Donc ici, c'est une zone éminemment importante, d'accord, une zone à surveiller. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le bitcoin repart à la hausse avec un CVD puissant. Le bitcoin repart, le CVD accompagne la hausse. Et ça arrive dans quelle phase? Dans une phase de funding qui descend, d'accord. Vous avez ici, si vous tracez une courbe au-dessus et en dessous de cet histogramme, vous voyez une courbe qui descend. Ça signifie quoi? Ça signifie que le sentiment est négatif. Je vous rappelle, les funding rates, c'est les taux de financement. C'est tout simplement un mécanisme qui vient à équilibrer les forces entre acheteurs et vendeurs sur les contrats dérivés. Le principe est simple. Vous avez 10 personnes qui parient à la hausse et 3 personnes qui parient à la baisse. Vous allez prendre des frais aux 10 personnes qui parient à la hausse et les donner aux personnes qui parient à la baisse. D'accord? Ça vous permet d'incentiver, d'accord, donc d'intéresser et d'objectiver du coup les personnes qui parient à la baisse, de leur dire, vous voyez, vous avez un intérêt supplémentaire à parier à la baisse parce qu'en plus je vous donne des frais supplémentaires. Vous gagnez en plus quelques frais sur votre position. D'accord? Ça, c'est un mécanisme évident qui existe depuis toujours, hein, sur le trading pour tout simplement équilibrer les positions acheteuses et les positions vendeuses. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Quand les fundings sont très hauts, ça veut dire qu'on a un déséquilibre important et qu'on a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Ici, c'est l'inverse. On a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. D'accord? Donc, ce qu'on observe, hein, ce qui nous intéresse, c'est certes les fundings en valeur absolue, d'accord, notamment le fait qu'ils soient très positifs ou très négatifs, ça nous importe beaucoup. Mais ce qu'on va également regarder, c'est quoi?
c'est la tendance. La tendance, c'est quoi? C'est les moments dans lesquels les fundings passent du négatif au positif ou inversement. Donc là, qu'est-ce qu'on avait? On avait un scénario idéal, un CVD qui remonte sur un funding qui baisse. Ok? On va le tracer ensemble pour que vous voyez ça. Hop, on va se mettre une petite flèche. CVD qui monte, funding qui baisse, prix qui monte. Donc un rebond alimenté par de la vraie force acheteuse et par des personnes sur les contrats dérivés qui n'y croient pas. Bon, le prix continue, stabilise, rebaisse, vient tester les supports, applique une pression de nouveau à la baisse, et là, on a un changement. Alors si on observe un petit peu ce qui s'est passé, voilà, sur la pression de l'order book, d'accord? Là, je suis également sur les contrats dérivés. Vous voyez, Binance Perpetual. Je suis sur les contrats dérivés. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous voyez, donc là, on reprend un petit peu la même phase. Premier point bas, second point bas, force, d'accord? Et de nouveau, on atteint notre point bas. Et ici, on était aux alentours des 76 000 $. On récupère la liquidité de manière assez puissante, hein. Vous avez vu ici, hop, quand on a été cassé ce niveau de support-là, on est venu le casser et le refranchir à la hausse de manière vraiment virulente. On a gagné ici 6% en l'espace de 2 heures. C'était quelque chose d'important. Et à ce moment-là, ça faiblit. Et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe sur l'order book. On a une pression d'order book qui, auparavant, était plutôt neutre, d'accord? Plutôt neutre sur les contrats perpétuels. Ici, on avait des vendeurs, d'accord? Donc à ce moment-là, c'est ce que je vous disais. On avait surtout des personnes qui vendaient, qui n'y croyaient pas, qui pensaient qu'on était dans un bear market, etc. Ensuite, le mouvement change et précisément ici, vous voyez, le 4 février, donc mardi, hein, c'est ça, hein, ou mercredi à 14 heures, on a une cassure et là, la magie opère. On a d'un coup, sur cassure de support, tout le monde qui devient bullish. Tous les particuliers sur les contrats perpétuels, alors particuliers ou pas, hein, vous allez me dire, mais toutes les personnes qui sont sur les contrats perpétuels se sont mis en mode buy the dip, buy the dip, buy the dip. Donc tout le monde a accompagné cette baisse par de l'achat massif. Et ça, évidemment, on le retrouve où? On le retrouve juste là, sur des fundings qui se sont mis à brusquement augmenter. Vous voyez juste là, augmentation. Et ici, alors carrément, on était sur des fundings haussiers en valeur absolue déjà positif et en plus en augmentation pendant toute cette phase-là. Vous voyez, toute cette phase-là. Et ensuite, eh ben, il s'est passé tout simplement, du coup, une cascade de liquidation. Toutes les personnes qui sont rentrées ici avec des niveaux de liquidation juste en dessous se sont fait liquider les unes après les autres. Les unes après les autres. D'accord? Et tout ça accompagné dans un mouvement dans lequel la pression, vous voyez le CVD s'effondre. Donc on a une pression constante sur les marchés spot, d'accord? La réelle détention de Bitcoin. D'un coup, on a de la vente, de la vente, de la vente, de la vente. Et BlackRock, d'accord, qui accompagne ce mouvement. Vous voyez ici, donc là je suis sur Arkham et je traque le portefeuille de BlackRock. On va essayer de revenir il y a quelques jours en arrière. Vous voyez, hein, c'était à peu près ici, 2 jours. Ouais, là je suis un jour en arrière. On va essayer de revenir sur ça. 2 jours en arrière, on avait de l'achat. Ouais, là, ici, ouais, non, ça c'était ça. Il y a 4 jours, on commence à vendre, d'accord? Et ici, du coup, un jour en arrière, hier, du coup, la pression commence à s'intensifier. Vous voyez que là, bah, on stagnait, hein, c'était des toutes petites quantités de Bitcoin. Et là, d'un coup, 300, 300, 300, des Bitcoins qui partent à la vente, d'accord? Et la pression vendeuse s'intensifie. 300, 300, 300. Toutes les 1 heure, toutes les 2 heures, BlackRock envoie direction Coinbase 300 Bitcoins pour être vendus. Et ainsi de suite, jusqu'à introduire du coup une pression qui jusqu'ici était plutôt acheteuse, hein. Vous voyez ici, j'ai le nombre de bitcoins détenus par BlackRock sur les 3 derniers mois. Vous voyez qu'on avait une augmentation, d'accord? Donc on avait réellement une volonté de pousser le prix plus haut. Mais ici sur la baisse, il n'y a pas eu de rachat. Et à ce moment-là, au moment où on attendait justement une reprise haussière pour former un creux plus haut que les précédents, d'accord, pour introduire une tendance haussière dans la détention de Bitcoin, alors que le prix baissait et que les prix devenaient intéressants pour être achetés, qu'est-ce qui se passe? BlackRock allège. BlackRock allège, accompagne la vente, décide de ne pas soutenir les prix
et d'envoyer le prix plus bas. Et donc ça, c'est exactement ce qu'on observe ici, avec une pression qui s'est intensifiée, d'accord, pendant de nombreuses heures et qui a entraîné le Bitcoin à la baisse. Et donc sur nos trois cohortes, finance traditionnelle, retail et baleine, la finance traditionnelle a déjà décidé de céder. Les baleines, on en a parlé, elles ont également décidé de céder à ce moment-là. Elles ont envoyé plusieurs milliards de dollars d'équivalent Bitcoin sur Binance, d'accord? Donc vous vous doutez que ça a été le cas sur à peu près toutes les plateformes d'exchange. Et ça a été ça a sonné justement la fin de la partie pour Bitcoin et ça a envoyé un signal comme quoi là, non, nous n'étions pas juste dans une chasse à la liquidité avant de repartir à la hausse. Là, nous étions dans un vrai changement structurel. Parce que jusqu'à présent, d'accord, je vais vous le montrer juste ici, on avait quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire une reprise de position des long-term holders, d'accord. Depuis quelques temps, c'était assez récent, mais on avait vu une reprise des long-term holders qui passaient à l'achat, en plus des baleines, et vous avez également les short-term holders, vous voyez les retail, qui eux commençaient à quitter le navire. À ce moment-là, sur notre position top, vous voyez, juste là, on avait une vraie panique des short-term holders qui commençaient à délester. Vous voyez, et donc là, ça continue, d'accord, mais c'est encore loin d'être dans des niveaux d'extrême capitulation. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir. Alors, vous avez vu passer le graphique de prise de perte, d'accord. Donc, je vais vous le montrer juste là. Vous l'avez peut-être vu passer, hein. Donc c'est un graphique, évidemment, bon, si vous n'avez pas de compte Glassnode payant, vous n'y avez pas accès. On a eu hier une prise de perte de l'ordre de 6 milliards de dollars. Certes, c'est important, d'accord, sur une journée, c'est important. Le sujet, c'est que ici, on n'a pas eu de réelle capitulation. Si on compare par rapport aux autres phases, c'est réellement comparable du coup au pire moment de l'histoire du Bitcoin. Mais ces moments-là ont été faits à l'époque où le Bitcoin valait beaucoup moins en valeur absolue. Donc comparativement à la market cap du Bitcoin actuel, ce mouvement-là est finalement pas si énorme que ça. Et c'est exactement ça que fait ce graphique. Ce graphique-là vous permet d'observer les pertes actuelles du Bitcoin que vous voyez juste ici, comparativement à sa market cap. Alors actuellement, on est sur un niveau qu'on n'avait pas vu depuis le crack de FTX. Alors certes, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis le crack de FTX, mais le crack de FTX, vous voyez, on était arrivé ici. Comparativement à là, on a fait à peu près la moitié, même pas la moitié du chemin. Vous voyez, on est à peu près sur l'échelle de droite, on est à peu près à 250 000 dollars de pertes en équivalent, hein, d'accord. L'échelle est adaptée justement à la market cap. Là, ici, on était quasiment à 600 000, d'accord. Donc on est plus que 2 fois plus bas ici sur le crack de FTX. Et regardez comparativement au crack de Terra Luna, d'accord, qui lui avait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. On avait été chercher les 1 million. On était à 4 fois plus en termes de capitulation par rapport au niveau actuel. Donc, certes, ça a baissé. Certes, le crypto Fear and Greed Index est à 9%. Alors, je vois beaucoup de monde parler du CMC, hein, du crypto market, du coin market cap Fear and Greed qui est à 5. Bon, c'est coin market cap, d'accord. Ils ont adapté la sauce du Fear and Greed Index à leur niveau. Alors, ils ont décidé de manière arbitraire de le calibrer de cette manière, soit comparativement, du coup, le Fear and Greed Index de alternative, donc ici, si vous tapez ici Crypto Fear and Greed Index, c'est celui-ci que vous voulez regarder, hein, alternative.me, c'est celui qui est originel, d'accord, 9, d'accord, actuellement nous sommes à 9, et regardez un petit peu, d'accord, là on est à 9, mais regardez un petit peu pendant ces phases-là, d'accord, les phases d'extrême capitulation. Crack de juin 2022, capitulation liée à FTX, on passe à 8. D'accord. Juste là, je vais zoomer un petit peu. On passe à 8 ici. On stabilise à 7 et puis on rebaisse 7, 9, 6. Vous voyez, et entre ces phases-là, d'accord, je vais essayer de revenir un petit peu dans le passé pour vous montrer ce qui s'est passé, justement. À ce moment-là, hop, on a notre capitulation ici.
Vous voyez, on a notre bougie de capitulation ici, mais ensuite on stagne et on renvoie 2 bougies baissières bien puissantes, d'accord? Juste là, moins 21%. Et donc ça, c'est quelque chose à ne pas justement sous-estimer. C'est que certes, actuellement, Bitcoin s'en sort bien en termes de capitulation. Il y a eu de la capitulation, il faut racheter la panique, évidemment. C'est beaucoup plus logique de racheter ici que d'acheter le top à 126 000. Certes, mais est-ce que vous devez racheter tout de suite ou pas? Je pense que c'est trop tôt. Je pense que pour beaucoup, vous souffrez du fear of missing out, hein. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez absolument envie d'appuyer sur le bouton achat, d'accord? Vous souffrez peut-être du syndrome du FOMO, et il faut comprendre que les réactions de prix actuelles sont normales. Après des chutes, on a toujours des rebonds, d'accord? Même regardez pendant ces phases-là. Regardez pendant ces phases-là. Ici, on a eu des rebonds très importants avant d'avoir un retravail à minima de cette zone, d'accord? Ceux qui veulent se repositionner, actuellement, ce n'est pas une zone intéressante pour se repositionner. Si vous estimez que les prix actuels sont des niveaux intéressants pour re-rentrer sur Bitcoin, vous devez à minima, vous mettez en 15 minutes, d'accord? Vous attendez qu'on ait fait un top, vous prenez un retracement de Fibo entre le bas et le sommet, vous tracez la bande des 0,6, 0,786. Si vous voulez pas trop être gourmand, vous achetez ici à 0,618 et vous aurez déjà optimisé un tout petit peu vos niveaux d'achat. Mais honnêtement, je pense que là, ce n'est pas une bonne zone pour rentrer. Regardez un petit peu, je vous le donne en insight, hein. C'est d'habitude des informations évidemment que je garde à mon cercle d'investissement privé. Regardez un petit peu ce qui se passe depuis à peu près 3 heures. On a BlackRock qui recommence sa pression de vente. Alors c'est pas anodin, il recommence quand? Il recommence sur une phase de rebond. Ils avaient arrêté la phase de vente, le prix se stabilise, le prix rebondit, ils allègent sur la phase de rebond, et ensuite, qu'est-ce que va faire le Bitcoin? Il y a de grandes probabilités de venir faire à minima ça, d'accord? Même dans une tendance haussière, même dans une reprise haussière, il va probablement faire quelque chose comme ça. Alors, le risque, par contre, c'est que ici, on ne trouve pas d'acheteur et que donc, on reparte dans une seconde jambe baissière. D'accord? Donc ça, moi, de mon côté, j'ai toujours mes 4 critères avant de juger d'une capitulation. D'accord? Avant de m'assurer que nous sommes sur une capitulation, pour racheter uniquement sur des niveaux, parce que là, ceux qui rachètent uniquement sur une localisation, parce que je vous rappelle que le momentum est extrêmement baissier. Si on regarde les moyennes mobiles, on est toujours en dessous de la plupart de nos moyennes mobiles, donc ça veut dire que la tendance est extrêmement baissière, d'accord, à court terme. Évidemment, si vous regardez en monthly, la tendance est évidemment très haussière. On a eu une réaction de prix ici, c'est logique. Si je nous mets sur la charte un petit peu weekly, d'accord, long terme, on va regarder ça ensemble. Moyenne mobile à 200 périodes. Donc là, on a la fameuse moyenne mobile à 200 périodes qui nous a porté depuis bien longtemps, hein, qui est une moyenne mobile qui est particulièrement regardée. Donc ça, c'est une moyenne mobile simple, hein, pas moyenne mobile exponentielle. On l'avait franchi à la baisse pendant cette période-là. C'était justement un moment de panique, hein, pour ici, parce que c'était la première fois au moment du crack de Terra Luna. Et vous voyez qu'on a rebondi de manière assez chirurgicale au-dessus, juste là au-dessus, d'accord. On a été ici, elle était à 57 000. On a été juste au-dessus. Et on a été juste en dessous de notre EMA, d'accord? Donc là, on est sur la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes en weekly. Et donc, vous voyez que là, on a eu justement une cotation pile poil entre ces deux zones-là. On s'est arrêté entre ces deux zones-là qui correspond aussi à notre range du mois de février au mois d'octobre 2024. Donc ça, c'est je ne vais pas dire normal, mais il y avait de bonnes chances de voir une réaction de prix sur ces niveaux. Le problème, c'est qu'avoir une réaction de prix technique, c'est-à-dire un rebond, c'est bien. Par contre, avoir une réaction de prix des acheteurs, ça, c'est important. Et ce que j'observe, c'est que les acheteurs, je vous ai dit, ils sont de 3 natures. Première nature, la finance traditionnelle, elle vend. Seconde nature, les retail. Les retail sont plutôt en train de vendre, d'accord ? On le voit où? On le voit sur le CVD spot, d'accord. On a un léger rebond, d'accord, depuis ce matin, d'accord. Bon, quand on regarde, je vais vous montrer un petit peu le CVD sur une échelle de temps un peu plus longue.
bon, le rebond, il est quand même pas violent, quoi. On aurait aimé quelque chose de plus puissant, d'accord? Quelque chose qui montre que il y a vraiment de la force et il y a vraiment une volonté d'aller racheter tous les bitcoins qui pourraient passer à ces prix-là, d'accord? Donc là, c'est pas encore très très important. Pourquoi je vous dis que c'est les retail plutôt? Parce que le CVD, c'est la somme de ceux qui font des achats au marché, d'accord? Qui prennent ordre, au lieu de faire des ordres limites, ils font des ordres au marché. C'est pour ça que traditionnellement, on les entend plus comme étant des retail. Et troisième cohorte, du coup, nos fameuses baleines. Alors, nos fameuses baleines, elles sont décomposées en plusieurs, hein, évidemment. Vous devez avoir des coordinations de cohortes pour être capable justement de redéclencher des phases haussières, d'accord? Mais là, pour le moment, on n'a pas encore de baleines qui repassent violemment à l'achat. Les baleines sont plutôt, vous l'avez vu, en train de déposer encore des bitcoins sur les plateformes d'exchange. Là, il y a eu une cassure, d'accord? On est en dessous des niveaux d'entrée, des niveaux d'achat moyens de MicroStrategy. Ils ne sont pas sur leur niveau de liquidation. Il ne va pas y avoir un crack, Bitcoin va aller à zéro. Non. Par contre, il y a un changement structurel qui se passe, d'accord? On a un changement structurel sur ces niveaux et donc il ne faut pas le négliger, d'accord? C'est le principe, hein, le principe de l'analyse quantitative, de l'analyse de portefeuille, c'est que vous ne devez pas rester bloqué sur vos indicateurs. Ici, je reprends cet indicateur, regardez tout simplement ici, regardez ça, c'est les dépôts de Bitcoin pour les portefeuilles qui pèsent entre 100 et 1000 Bitcoin. Là, à ce moment-là, regardez un petit peu tout ce qui arrive. Vous avez une intensification importante du nombre de Bitcoin qui arrive. Alors, on peut être dans cette phase-là, d'accord, dans une phase de potentiel point bas, mais dans ce cas-là, vous vous doutez bien qu'après une telle purge, il va falloir une latéralisation. La probabilité d'un V-bottom est très très faible, d'accord? Et ici, du coup, ça arrive aussi dans une période dans laquelle, justement ici, actuellement, nous sommes dans une période où l'or et l'argent sont en plein retracement. D'accord, sont en plein retracement, en pleine perte de liquidité. Donc là, il y a un petit rebond, vous allez me dire aujourd'hui, d'accord, il y a un petit rebond. Mais regardez la perte de capitalisation sur le premier actif capitalisé du monde. Bah, évidemment, quand on a une perte depuis le top de l'ordre de 11%, quand on parle d'une capitalisation à l'époque de l'ordre de 40 000 milliards de dollars, bon, bah, du coup, ça fait quand même un certain montant. 4 000 milliards de dollars qui s'envolent en l'espace de quelques journées, c'est beaucoup, d'accord? Et vous avez des entités qui s'assoient sur des grosses pertes potentielles, d'accord, des grosses moins-values latentes, d'accord. Et c'est exactement le même problème qu'on avait eu à l'époque avec, pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque avec justement euh, la faillite de Three Arrow Capital et au moment de la faillite du coup de Terra Luna. Au moment de la faillite de Terra Luna, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investisseurs et de grosses entités qui ont été secouées. Et il a fallu attendre des mois et des mois avant de voir justement la faillite de FTX découler de cet élément-là pour vraiment se matérialiser. Vous avez vu, il a fallu quasiment une demi-année, d'accord, entre juin et novembre pour pouvoir justement tirer toutes les conséquences, laisser les poissons morts remonter à la surface. Et bien ça, c'est arrivé pendant cette période-là, faillite de FTX, faillite de Celsius, etc. D'accord? Donc, soyez quand même prudents. Le Bitcoin rebondit. Je ne vous dis pas qu'on va aller chercher 30 000 dollars. Évidemment, on a un niveau, on a des niveaux de capitulation importants sur les altcoins. Mais pour ceux qui l'ont déjà vécu, vous savez que ces niveaux-là, les capitulations qu'on a eues ne sont pas des niveaux de capitulation extrêmes. Vous vous souvenez tous de phases comme ceux qui l'ont vécu, hein, mais vous vous souvenez le 19 mai 2021, d'accord, ici, la grosse purge qu'on avait eue ici. Vous vous souvenez du 10 octobre, d'accord. Vous vous souvenez du 10 octobre du coup 2025. Vous vous souvenez ici de la faillite de Terra Luna. Vous vous souvenez de la faillite de FTX. Vous savez qu'on peut ouvrir son screener et voir ici entre moins 40 et moins 60% sur la totalité des alts en l'espace de 24 heures. Ça, c'est quelque chose qu'on observe régulièrement. Et là, pour moi, malheureusement, j'ai plutôt le sentiment que c'est justement un rebond dans une tendance baissière. Ici, j'observe plutôt
un exit liquidity que justement une reprise de tendance haussière. Je peux me tromper, d'accord, mais à titre personnel, je préfère protéger le capital tout simplement pour m'éviter de rentrer après un FOMO et de me retrouver liquidé. D'accord. Donc je vous invite à être très prudent, à regarder ce qui va se passer sur tous vos indicateurs, etc. Ceux qui veulent re-rentrer dans la thèse du bear market, il faut cibler ces phases-là, vous voyez, en dessous des prix réalisés par les holders de long terme. Et là, le prix réalisé par les holders de long terme, actuellement, il est au niveau des 40 000 $. Donc pour vous, il ne faut pas rentrer avant les 40 000 $ si vous croyez à la thèse 2021 justement du bear market. À titre personnel, le bear market, le bull market, peu importe, vous savez, hein, moi je surfe sur ces différentes vagues. Je vais vous montrer justement, hein, voilà. Vous voyez hein, ici, moi, mes scripts, qui sont plutôt de l'analyse quantitative, hein, qui sont plutôt une version algorithmique du coup, la partie swing trading algorithmique. Bon, vous voyez que ici, ça c'était 2021, short, long, short, ok, short sur cette période, long, re-short sur cette période, voilà, long qui passe ici le 8 janvier, profiter de la hausse, etc. Bon, ça, justement, c'est des choses que je mets à disposition dans ma communauté, dans mon cercle d'investissement privé. Alors ça, c'est assez nouveau, d'accord? C'est assez nouveau, cette partie trading algorithmique. C'est quelque chose qui m'occupe depuis pas mal de temps, depuis plusieurs mois, mais que du coup, qui prend tout son sens maintenant. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Je vais en profiter justement pour vous faire un petit laïus complet sur la stratégie, sur le cercle d'investissement. Ceux qui veulent nous laisser là, il n'y a pas de souci, je le comprends. C'est pour ça que je vous ai mis la vidéo avant. Et donc pour ceux qui restent là, sachez que du coup le cercle d'investissement privé est toujours ouvert. Vous avez la possibilité de nous rejoindre via deux types d'abonnements. Vous avez un abonnement mensuel et un abonnement annuel sur lequel on laisse encore tourner la promotion jusqu'à la fin du mois de février à peu près. Hein. C'est jusqu'au 23 février précisément. Donc il reste un tout petit peu plus de 2 semaines pour nous rejoindre via l'abonnement annuel qui correspond quand même à 4 mois offerts sur les 12 mois du coup d'abonnement annuel. Vous avez l'équivalent du coup de 4 mois qui vous sont offerts et vous n'en payez du coup que 8. Donc là, l'idée de ça, c'est justement pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le long terme, d'accord, bénéficier de tout ça. Donc si je vous montre un petit peu les coulisses de la chaîne YouTube, vous voyez ici, je vous avais partagé cette dernière vidéo il y a un petit moment, hein, à l'époque, on était ici à ce moment-là, 26 janvier. Depuis, vous voyez que des briefs privés que je partage, il y en a un paquet, 1 heure, 1h50, 50 minutes, 40 minutes, 1 heure, etc. Donc voilà, ça, c'est des choses que je prépare. Évidemment, ça, c'est le dernier en date, hein, qui date du coup d'aujourd'hui, celui d'hier, hein, que j'ai fait justement pendant la capitulation. Si vous voulez être accompagné pendant ces phases-là, n'hésitez pas, d'accord. Ce n'est pas parce que justement je publie pas sur YouTube, hein, vous savez que c'est pas forcément, je suis pas youtubeur, hein, c'est pas comme ça que je gagne mon argent, hein, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, donc du coup, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Je viens de mettre en place également une newsletter. Vous avez la possibilité de vous inscrire. Du coup, c'est également dans notre page, dans notre description de notre cercle d'investissement. Tout en bas, vous trouverez un lien pour renseigner votre adresse mail et vous inscrire. Vous aurez du coup la possibilité d'obtenir nos newsletters et pouvoir donc suivre ce genre d'analyse. Alors évidemment, ce sera jamais aussi fréquent que dans le cercle d'investissement parce que j'y écris quasiment tous les jours dans ce cercle d'investissement. Des analyses relativement complètes sur les altcoins, le Bitcoin, là vous voyez le gold, l'or, etc. On a beaucoup de choses intéressantes, hein. Et allez, je vous montre un petit indicateur, notamment, voilà, un indicateur qui me montre que potentiellement on est sur un top de l'or. Regardez les Google Trends, vous tapez How to buy gold, regardez un petit peu la tendance. On a eu un sommet et depuis, la tendance s'amenuise. Donc ça veut dire que le gold apporte beaucoup moins d'intérêt et c'est pareil pour l'argent. Il apporte beaucoup moins d'intérêt que ce qu'il a fait par le passé. On a eu notre top début décembre. Voilà, la probabilité d'avoir un second top, pour moi, elle est très très peu probable. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous avez la newsletter qui est totalement gratuite. Vous aurez à peu près une analyse par semaine qui vous sera transmise avec une partie des indicateurs dont j'ai parlé, qui sera pertinente sur le moment. Vous avez du coup la possibilité de vous inscrire. Si vous voulez nous contacter, si vous voulez discuter avec moi, vous avez la possibilité de le faire du coup
justement par cette page de vente où vous observez du coup, vous avez un QR code que vous pouvez cliquer dessus et du coup me contacter directement via Telegram. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors il y a évidemment beaucoup d'autres choses à partager, hein, l'inflation qui recule, les changements de prévision de la banque, de la Réserve fédérale américaine. Je ne peux pas tout aborder hein, dans cette vidéo, ce serait bien trop long. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une vidéo sur YouTube. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre capital. C'est primordial dans ces phases-là. Vous devez protéger votre capital parce que c'est justement ça qui va vous permettre pendant les phases de hausse de reprofiter de ces phases-là et de générer du gain, d'accord? Les phases de bear market ou de tendance baissière doivent à minima être des phases, sinon si vous gagnez de l'argent, être plutôt des phases où vous protégez votre capital. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et puis n'hésitez pas si vous avez envie de vous renseigner sur ce cercle d'investissement. Allez, à la prochaine.